Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une chronique assez dense sur l'entrée d'Uranus dans les Gémeaux et puis évidemment sur la pleine lune du 10 juillet 2025 qui a lieu à 22h35 si on est à Paris. Alors la pleine lune est toute seule en Capricorne, elle est à 18,49 et évidemment opposée au soleil en Cancer au même degré et qu'elle maîtrise du coup. La pleine lune est en trigone à Mars qui est à 13,29 en Vierge. Elle est en sextile et en trigone au nœud nord en Poisson et au nœud sud en Vierge, tous les deux à 20,8 . Enfin, la pleine lune en Capricorne est en carré montant à Chiron en Bélier à 26,29 . Saturne, qui maîtrise notre pleine lune, est en Bélier, on le sait, à 1,55 et elle est conjointe à Neptune à 2,9 qui est rétrograde depuis le 5 juillet. Cette conjonction est toujours en carré à Jupiter en Cancer à 7,3 mais c'est en phase décroissante. Et puis surtout, une première, depuis 84 ans, en tout cas depuis la position d'Uranus dans ce signe-là, Saturne est en sextile à Uranus qui entre donc dans les Gémeaux le 7 juillet. Enfin, Saturne-Neptune sont en sextile à Pluton rétrograde en Verseau à 2,55. Alors déployons les événements dans l'ordre. Déjà, Neptune qui rétrograde en Bélier à partir du 5 juillet jusqu'au 11 décembre, où elle sera revenue dans les Poissons à 29,22 . Cette rétrogradation remet en lumière les degrés pionniers du Bélier, ceux traversés pour la première fois entre le 17 mai et le 19 août 2024, où des élans nouveaux ont pu surgir, des décisions prises à ce moment-là avec enthousiasme ou idéalisme sont maintenant testées en profondeur. Avons-nous agi par foi véritable dans notre projet ou par projection, idéalisation dans le désordre? Ce retour sur les mêmes degrés nous demande de revoir nos fondations. Ce que nous pensions maîtriser doit être retravaillé. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de purifier, redéfinir, reconstruire autrement. Sur le plan symbolique, c'est une initiation. La conjonction Saturne-Neptune a lieu tous les 36 ans, mais celle-ci, en Bélier, est la première dans tous les premiers degrés du cycle de feu depuis des millénaires. La dernière fois que j'en retrouve la trace de cette conjonction, c'est en 594 avant JC, à 2 degrés du Bélier, et c'est l'année de la première application de la démocratie. Cette conjonction amorce une refondation de la volonté humaine à la lumière du spirituel. La rétrogradation marque un temps d'arrêt sacré, une alchimie intérieure. C'est une période qui est propice à la méditation active, à la réflexion sur ce que signifie réellement construire un monde meilleur, à la confrontation entre nos pulsions d'auto-affirmation et notre besoin de fusion au-delà de l'ego. Ce que nous lançons n'aura de force que si la source est claire, alignée, filtrée de tout fantasme. L'acte juste ne surgira pas d'un élan solitaire, mais d'une conscience fondée, lucide et surtout patiente. Je pense que c'est là que l'on va être testé le plus difficilement, le terrain du temps et de la patience. Saturne veut bâtir, Neptune veut dissoudre. Ensemble, cela nous enseigne à donner forme à l'invisible sans trahir sa nature. Il faudra accepter que ce qui était évident ne le soit plus, que certaines choses s'effacent et puis que d'autres émergent plutôt dans une sorte de silence. Mais de ce brouillard va surgir une fondation plus vraie, non pas celle du warrior, du combattant pur jus, de la conquérante ou du conquérant, mais celle du bâtisseur inspiré. Alors j'entends beaucoup que Saturne et Neptune sont exactement conjointes, or elles ne le seront pas avant le 20 février 2026. C'est très important cette nuance, cette articulation en astrologie parce que c'est grâce à cela justement que l'on peut s'organiser. Elles sont très proches, c'est tout à fait juste, elles sont conjointes, mais elles ne le sont pas encore exactement. Alors, un événement attendu et qui change beaucoup de choses, c'est Uranus qui entre en Gémeaux le 7 juillet.
Alors là, vraiment, on peut s'attendre à des libérations, des dégagements, des changements d'avis, une nouvelle idée qui change toute la donne du jour au lendemain, voire d'une heure à l'autre. Il n'y a jamais rien d'insidieux avec Uranus, ce sont des fulgurances, des réalisations et des compréhensions spontanées. Alors, nous pouvons découvrir des choses qui ne nous font pas super plaisir, comme avoir la solution soudaine à un problème de longue date. Le transit d'Uranus en Gémeaux, de 2025, il va repasser en Taureau une partie cet automne, mais ce transit va durer jusqu'en 2033. Cela marque une période de bouleversement rapide et profond dans les domaines de la communication, de l'intelligence, de l'apprentissage, de l'éducation, donc de l'école, des transports et de nos réseaux sociaux. La façon dont nous communiquons les uns avec les autres. Uranus, planète de l'éveil, de la rupture et du progrès, entre dans le signe mutable d'Air des Gémeaux, symbole de l'esprit, du langage, des liens de proximité, des médias aussi, et de la jeunesse. Ce mariage provoque une explosion d'innovation mentale et technologique, une reconfiguration des systèmes de pensée et une libération, parfois brutale, des schémas de communication obsolètes. Les domaines les plus directement affectés sont ceux de l'éducation, des médias, des transports légers, plutôt autonomes, plutôt indépendants, de la technologie cognitive, donc de l'IA, des réseaux neuronaux artificiels, de l'interface cerveau-machine, des relations que nous avons avec nos proches, sœurs, frères, et si nous n'en avions pas ou plus, bien, il est fort probable qu'elles ressurgissent ou surgissent, et si nous en avons, qu'elles soient reconfigurées. Même chose avec le voisinage, nous pouvons vivre des moments de rencontres tout à fait exceptionnels et de projets collectifs avec nos voisins, comme des situations explosives de désaccord ou de pollution sonore, en tout cas de pollution diverses et variées. Dans tous les cas, c'est une invitation à changer notre propre modus operandi et de grandir. Uranus en Gémeaux touche aussi le langage. On peut s'attendre à la diffusion de technologies de communication directe entre cerveau et machine, permettant une forme de transmission pensée à pensée par l'intermédiaire de capteurs ou d'implants, à la disparition progressive ou à la marginalisation de certains médias traditionnels. Ça a déjà d'ailleurs commencé, comme la télévision hertzienne, ou la presse plutôt papier, à l'essor des véhicules personnels et des systèmes de transport autonomes, c'est-à-dire sans conducteur humain. Ça aussi, ça a déjà commencé, mais là on va avoir sans doute une progression assez rapide. Ainsi qu'à l'apparition de nouveaux langages, non seulement des langages humains alternatifs créés par des communautés ou des sous-cultures, mais aussi des langages hybrides à la croisée du naturel et du numérique. Langage de programmation, codage conversationnel, prompt engineering, syntaxe adaptée à l'intelligence artificielle ou à l'interface homme-machine. La capacité à coder, à dialoguer avec des systèmes automatisés, à structurer la pensée en instruction ou en modèle va devenir de toute façon un outil cognitif fondamental dans la vie quotidienne comme dans les métiers de demain. Les conséquences positives sont très importantes. Sur le plan individuel, Uranus en Gémeaux offre une opportunité de libération mentale, rupture avec toutes nos pensées limitantes, ou d'ailleurs nos limites tout court, ouverture à des modèles de pensée originaux, affranchissement des dogmes éducatifs ou culturels. Puis sur le plan collectif, ça annonce une révolution de l'intelligence humaine, des écoles dématérialisées, un apprentissage intuitif, des pédagogies disruptives, un journalisme décentralisé, un accès élargi à la connaissance et une participation accrue aux décisions politiques et collectives grâce à une répartition plus équitable des outils de pensée. Il ne s'agit plus seulement d'avoir voix au chapitre, mais d'avoir les moyens intellectuels de comprendre, d'analyser, de contester ou d'inventer, de créer. Dans ce sens, la maîtrise des langages, naturels, numériques ou hybrides, devient une nouvelle forme de souveraineté individuelle et collective. La créativité dans son ensemble, la capacité à connecter les idées, à passer d'un langage à l'autre seront valorisées comme jamais. Dans les basses fréquences de ce transit
ça comporte aussi une notion de saturation mentale. Trop d'informations, trop vite, sans le temps pour intégrer ni pour ressentir. Ça peut évidemment engendrer du stress, de l'anxiété, de l'instabilité, une dispersion assez difficile à canaliser, ou encore une sorte de paralysie mentale face à toutes ces nouvelles données. Une société qui est soumise à une hyperstimulation cognitive peut sombrer quand même dans une sorte de trouble, la confusion des repères, et puis une sorte de relativisme radical. On devra aussi se méfier des manipulations mentales à grande échelle. Ça va être un festival de fake news, de deepfakes, de piratage des systèmes d'information ou d'enseignement, la guerre de data en fait. Et par exemple, si ce n'est pas encore fait, de changer vos mots de passe, bancaire, sécu social, et impôts, etc. La parole peut devenir une arme ou une sorte de virus, c'est-à-dire qu'on peut contaminer les autres avec des médisances, du cynisme, du défaitisme. Ce transit, s'il est mal intégré, favorise aussi les discours assez vides, des choses assez superficielles, et la vitesse sans profondeur. L'enseignement central d'Uranus en Gémeaux, c'est de prendre conscience que libérer l'intelligence ne suffira pas. Il faut aussi lui donner une direction, un sens et surtout une éthique. Il ne s'agit pas seulement de penser plus vite, mais de penser plus juste. Ce transit appelle chacun à se réinventer dans sa manière de parler, d'écouter, de se former, d'apprendre, de transmettre. Il nous demande de devenir à la fois plus souple et plus lucide, capable d'habiter plusieurs vérités sans nous perdre. Il invite à créer des ponts entre les esprits, à rendre poreuses les frontières entre disciplines, langues et générations, mais il exige aussi de savoir ralentir, faire silence, discerner, parce que dans ce monde saturé d'idées, le vrai génie sera peut-être celui qui saura encore choisir ses mots. Alors vous voyez bien, Saturne-Neptune en Bélier est en apex d'un petit trigone avec Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau. C'est un petit trigone qui est activé à partir du 7 juillet par Uranus, mais qui sera surtout actif entre 2026 et 2028, avec des résonances jusqu'en 2030. Ce petit trigone constitue l'une des figures les plus puissantes de la fin de cette décennie. Rare et hautement structurante, cette configuration réunit 4 planètes lentes dans des signes masculins et dynamiques, Feu, Bélier, Air mutable avec les Gémeaux et Air fixe avec le Verseau. Elle agit comme une charpente évolutive, une sorte de catalyseur d'intelligence, d'initiative, de réinvention collective. Et dans ce triangle, Saturne, Neptune en apex joue le rôle de point d'intégration, là où les énergies uraniennes et plutoniennes viennent se polariser pour donner naissance à quelque chose de durable, incarné, porteur de vision et de structure. Ça, c'est vraiment grâce à Saturne, ici. Sur le plan collectif, ce petit trigone met en jeu une réconciliation entre idéalisme et système, entre révolution et construction. Je crois qu'on a vraiment besoin de cette construction. Pluton en Verseau impulse une refonte très profonde des structures collectives. Nos réseaux sociaux vont y passer également. C'est une refonte aussi attendue des systèmes politiques et technologiques. Uranus en Gémeaux électrifie l'intelligence humaine, accélère les communications, modifie les langages et les transports. Et Saturne, Neptune en Bélier cherche à incarner une vision nouvelle du monde, à faire entrer le rêve dans l'action. La foi, l'idéal dans la stratégie, la conscience dans le réel. Là où d'autres cycles peuvent nous désorienter ou nous diviser, ce petit trigone offre une rare opportunité d'unification. Il devient possible de transformer des systèmes obsolètes, avec Pluton, de réinventer des langages et les structures mentales, Uranus,
tout en posant des cadres nouveaux pour l'action collective Saturne-Neptune. Alors, c'est une période évidemment très féconde pour les domaines d'une technologie éthique, d'une gouvernance numérique, de l'intelligence collective et l'intelligence artificielle, d'une éducation réformée, davantage basée sur l'intuition, la créativité, l'interconnexion humaine et numérique, des réformes sociales profondes avec une conscience du vivant et de l'invisible, et puis dans l'art, la médecine, l'éco-spiritualité, l'architecture sociale, tout ce qui vise à réconcilier l'humain, la matière et l'esprit. Sur le plan individuel, ce petit trigone soutient celles et ceux qui cherchent à réconcilier leur lucidité, leur puissance d'action et leur intuition. C'est un moment où l'on peut concrétiser une vision personnelle, non pas comme on l'a vu là, ces années qui viennent de passer dans l'urgence ou le combat, la lutte, mais dans une dynamique fluide, connectée, intelligente. Je répète beaucoup ce mot-là, mais c'est en écho vraiment à cet Uranus en Gémeaux qui aide à penser autrement, à lâcher les dogmes intellectuels actuels. Pluton en Verseau pousse à se libérer des systèmes dont on a hérité, à redéfinir notre place dans ce collectif. Et Saturne-Neptune en Bélier, ça incite à poser des actes inspirés, à créer à partir de l'invisible, de l'idée, à donner corps à un idéal personnel ou spirituel dans la matière concrète de notre quotidien, de l'existence. Alors évidemment, les défis n'en sont pas absents. Cette figure demande une grande clarté intérieure, car elle offre beaucoup, mais ne supporte pas la confusion ni le flou. L'intensité mentale, la pression collective et les élans mystiques ou utopiques peuvent, et il va y en avoir beaucoup de ces élans-là, ça peut surstimuler, disperser ou radicaliser. Donc il faudra avoir du discernement, de l'ancrage et de la patience. Alors, pas confondre aussi vitesse et profondeur, fulgurance et vérité. Le risque, autrement, ce serait de projeter une utopie sans colonne vertébrale, de courir vers un avenir sans intégrer les leçons de ce que nous traversons aujourd'hui, en fait. Mais si cette tension est bien maîtrisée, ce petit trigone offre un tremplin évolutif majeur. Il permet de bâtir une œuvre ou un projet de transformation qui soit professionnel, personnel, artistique, scientifique, spirituel, avec des appuis solides, une vision claire, des outils modernes, un ancrage collectif. C'est une figure de sagesse active, de réveil progressif, d'une foi incarnée. Alors ça enseigne que l'on peut transformer le monde sans le fuir, penser librement sans se couper des autres et puis agir puissamment sans renier sa vulnérabilité. C'est un triangle rare, précieux, et donc une période d'encensement d'un nouveau réel où chacun peut à son échelle devenir architecte de sens, bâtisseur de ponts entre l'invisible et l'utile, entre l'inspiration et l'action, entre la liberté de l'intellect et la conscience de l'interdépendance. En fait, c'est un appel à construire ce que l'humanité peut devenir lorsqu'elle ose penser, sentir et bâtir en même temps. Alors, tous les premiers décans des Gémeaux, des Verseaux, des Béliers, mais bien sûr aussi des Lions, les Sagittaires, la Balance, vraiment au tout premier décan, les quelques premiers degrés des premiers décans. Aussi, nous avons l'ascendant, le milieu du ciel, où l'axe des nœuds lunaires entre 0 et 3 degrés de ces signes, on est en plein dedans. Mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Alors maintenant, notre pleine lune en Capricorne, qui s'y trouve en chute, la lune en Capricorne. Quand la lune est en Capricorne, et plus encore lors d'une pleine lune, elle est un peu en terrain aride pour ses élans spontanés. Elle doit composer avec des limitations, des exigences, des responsabilités. Elle peut difficilement réagir à chaud, elle doit se contenir, faire preuve de sang-froid. Alors ça peut créer une forme de tension intérieure, un conflit entre ce que nous ressentons instinctivement et ce que nous pensons devoir faire ou être. D'où parfois une sensation de solitude, de dureté ou de vide émotionnel.
Mais cette chute, ce n'est pas une faiblesse au sens négatif, elle est une invitation à maturer nos émotions, à apprendre à ne pas être gouverné par elles, à construire quelque chose de stable à partir de notre sensibilité. C'est une lune qui nous enseigne l'autonomie affective, la résilience, la fidélité à soi. Elle nous pousse à prendre soin de nous-mêmes, non pas de façon maternelle, mais de façon structurante. Poser des limites, créer des fondations, respecter nos propres engagements. La lune en chute en Capricorne n'est pas une lune sans cœur, mais une lune qui demande du courage pour aimer sans se perdre, pour ressentir sans se laisser submerger, pour prendre soin, non pas en cajolant, mais en tenant debout. Elle nous parle d'une forme d'amour exigeante, adulte, un petit peu austère, mais profondément fiable. Alors, ce cycle lunaire a commencé avec la nouvelle lune en Cancer, moment où des intentions liées à la famille, à la maison, à la guérison émotionnelle ont pu émerger. Donc là, on est 2 semaines plus tard, à la pleine lune en Capricorne, qui vient nous confronter aux faits. Que reste-t-il de ces intentions lorsqu'on les place dans le cadre du monde réel ? Quelles limites devons-nous accepter ou dépasser ? En fait, c'est le temps de la vérité, de l'évaluation et parfois de la désillusion nécessaire. Cette pleine lune parle de maturité. Le Capricorne est un signe de temps long, de patience. Je le dis beaucoup, ce mot-là. On est vraiment testé par rapport à la patience en ce moment. De discipline, de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Il questionne que construisons-nous ? Est-ce durable ? Sommes-nous alignés avec notre devoir d'âme, avec ce qui fait autorité en nous ? Ou en sommes-nous encore à projeter cette autorité sur des figures externes, parents, patrons, hiérarchie, système, etc. C'est aussi un moment de confrontation avec une certaine forme de solitude, mais une solitude féconde, celle du sommet que l'on atteint toute seule, après des efforts constants. Cette lune peut se faire ressentir comme une fatigue morale ou physique. Ceci dit, c'est accompagné par ce Neptune-Saturne qui peut aussi beaucoup fatiguer. Ça peut être aussi si on porte trop de poids sans soutien émotionnel. Si on est engagé dans un projet professionnel, on pourra par exemple sentir une pression sur des résultats concrets, des délais à respecter, une performance qui nous est demandée ou un besoin de redéfinir nos priorités pour ne pas sacrifier notre vie personnelle. Nous pouvons ressentir un malaise croissant dans une entreprise ou un environnement dont les valeurs ne résonnent plus avec nous. Et du coup, envisager une reconversion plus alignée avec ce que nous sommes devenus. Dans la sphère privée, ça réveille encore des tensions familiales liées à la répartition des rôles, au respect des responsabilités, à la gestion du temps ou à des différends intergénérationnels. Nous pouvons trouver le courage de poser des limites saines, claires, d'exprimer nos besoins avec clarté et calme. Ces situations en apparence ordinaires peuvent révéler des tensions profondes entre ce que nous portons et ce que nous sommes prêts à continuer d'endosser. Les défis que cette pleine lune soulève sont ceux de la rigidité, du besoin de contrôle, du sentiment d'échec ou de la peur de ne pas être à la hauteur. On va le voir après avec le carré à Chiron. Le Capricorne nous pousse à prouver notre valeur par l'effort, à chercher la reconnaissance à travers la performance, mais cette exigence peut cacher une blessure d'estime, une difficulté à nous sentir légitimes sans en faire toujours plus. Il nous est demandé ici de transformer cette logique plutôt que de nous juger sur des critères extérieurs de réussite. Nous pouvons apprendre à reconnaître nos petites victoires intérieures, la patience dont nous faisons preuve, notre constance dans l'ombre. Et c'est cela aussi la force du Capricorne, tenir bon avec intégrité, même quand personne ne regarde. Nous découvrons que l'autorité véritable naît de l'intérieur, qu'elle ne dépend plus des figures parentales ou des injonctions sociales, professionnelles. Nous comprenons que la discipline peut devenir une forme de soin, surtout un engagement envers nous-mêmes plutôt qu'un fardeau. Nous apprenons aussi que le détachement émotionnel,
loin d'être un renoncement, peut aussi offrir la distance nécessaire pour mieux construire, reprendre notre souffle. Et puis surtout, cette pleine lune nous enseigne à voir les fruits de nos efforts, même s'ils sont modestes, ou à rectifier notre trajectoire si elle nous conduit à l'épuisement plutôt qu'à l'accomplissement. La pleine lune en Capricorne est une épreuve de vérité. Elle ne cherche pas à nous plaire ni à nous rassurer, mais à nous faire grandir. Elle nous confronte à ce que nous avons réellement bâti et à ce qui reste encore fragile ou illusoire. Elle nous rappelle que le sommet n'est pas une finalité en soi, mais le miroir de ce que nous avons traversé, surmonté, réussi en chemin. Alors, cette pleine lune est en carré montant à Chiron en Bélier, ce qui veut dire que le 11 juillet, nous y serons encore toute la journée. C'est une énergie qui vient éclairer un point de tension entre notre besoin de maîtrise, de structure, de responsabilité et des blessures profondes liées à notre identité, à notre légitimité d'exister tel que nous sommes. Et ce carré, c'est un défi de guérison. Il vient frotter là où c'est déjà sensible, là où nous avons dû nous endurcir pour ne pas souffrir, là où nous avons confondu force et fermeture, indépendance et isolement. Chiron en Bélier représente la blessure du droit d'être, de l'affirmation de soi. Et c'est souvent lié à des expériences de rejet ou de dévalorisation dans notre enfance ou dans nos premières initiatives. Donc sous cette pleine lune, nous pouvons nous sentir mis à l'épreuve dans notre manière de tenir debout. Il se peut que nous ayons l'impression de devoir tout porter toute seule, de devoir faire nos preuves sans relâche, tout en ressentant intérieurement une fragilité que nous préférons d'habitude dissimuler. Le Capricorne nous pousse à tenir bon, à être solide, mais Chiron nous montre que cette solidité peut parfois être une armure forgée sur une ancienne douleur. Alors ça peut se traduire par des situations comme nous pouvons nous sentir blessés par une critique au travail, par exemple, alors même que nous nous sommes surinvestis, comme si nos efforts n'étaient jamais suffisants. Nous pouvons réagir de façon disproportionnée à une remarque anodine parce qu'elle touche une ancienne peur d'être incompétent ou illégitime. Dans nos relations, nous pouvons ressentir de la colère ou du découragement face au fait que l'autre ne reconnaît pas tout ce que nous faisons, ou bien nous retirer en silence pour ne pas avoir à montrer notre vulnérabilité. Alors cette tension se joue aussi en interne. Nous voulons aller de l'avant, mais il y a quelque chose en nous qui freine, une exigence intérieure qui nous dit que ce n'est pas encore assez bien. Terrible ce refrain-là, hein. Si on ne l'entend pas, on ne peut pas le modifier. Donc il faut en prendre conscience de ce refrain toxique. Et le résultat, c'est que nous nous sentons à la fois fatigués de lutter et incapables de lâcher prise. Donc ce carré peut réveiller du coup un sentiment d'injustice, mêlé de culpabilité, comme si chaque pas vers l'affirmation de soi se déclenchait automatiquement par peur de ne pas mériter notre place. Alors cette configuration, elle nous invite justement à transformer cette dynamique. Elle nous enseigne que notre valeur ne dépend pas de ce que nous accomplissons ou du regard, et surtout du regard des autres. Elle nous pousse à nous regarder avec plus de bienveillance. Elle nous pousse à nous regarder avec respect, à reconnaître que nos blessures n'annulent pas notre force, qu'elles la façonnent autrement. Nous pouvons apprendre à nous affirmer sans violence, à poser des limites sans nous refermer, à tenir notre cap sans nous couper de notre sensibilité. Cette pleine lune en carré à Chiron nous demande de devenir des adultes capables d'accueillir l'enfant blessé en nous, non pour le faire taire, mais pour lui offrir la sécurité et la reconnaissance qu'il n'a peut-être jamais reçue. C'est à nous de faire ça. C'est une invitation à une autorité plus humaine, plus douce, mais non moins ferme. Elle nous apprend que le vrai courage, ce n'est pas de ne jamais douter, mais de continuer à avancer, même avec nos failles, en osant être vrai, sensible et entière. Après, c'est Mars en Vierge qui maîtrise ce Chiron en Bélier.
Et il est en trigone à la pleine lune, qui est aussi en trigone au nœud sud en Vierge, et en sextile au nœud nord en Poisson. Alors évidemment, ça crée une dynamique fertile d'action concrète ici. Cette configuration vient nous parler d'un équilibre à trouver entre notre besoin de maîtrise, notre efficacité dans la matière et une ouverture plus grande à ce que nous ne contrôlons pas. La confiance, l'intuition, le sens, la symbolique des choses. Mars en Vierge, allié à cette lune, nous donne la capacité de trier, d'agir avec précision, de mettre en place des stratégies concrètes pour avancer. Nous pouvons nous sentir poussés à faire le ménage dans nos priorités, à affiner nos méthodes, à redoubler d'efficacité. Le trigone à Mars nous permet de canaliser cette énergie dans des actes justes, lucides, structurés. C'est vraiment un trigone qui appelle à la formation, ou en tout cas de s'engager à un autre apprentissage. Le lien au nœud sud en Vierge nous reconnecte avec ce que nous savons déjà faire, travailler, organiser, optimiser, servir aussi. Nous avons une réelle maîtrise de certains outils, de certains schémas, mais ce que cette pleine lune nous demande, c'est de ne pas nous enfermer dans cette seule logique de perfection, de productivité, de contrôle. Le sextile au nœud nord en Poisson ouvre une voie plus vaste, celle du lâcher-prise, de l'inspiration. Nous pouvons faire l'expérience d'un moment de grâce, une intuition inattendue, une aide venue de nulle part, qui nous montre que tout ne repose pas uniquement sur nos épaules. Ce que cette pleine lune nous met au défi d'apprendre, c'est que l'efficacité n'est pas une finalité, qu'il est temps de réconcilier rigueur et confiance, action et intuition. Nous pouvons nous rendre compte que si nous savons très bien faire, nous avons plus de mal à simplement être, à accueillir l'incertitude sans vouloir immédiatement la cadrer ou la résoudre. Il se peut aussi que nous ayons à revisiter des habitudes trop mécaniques, des automatismes hérités, professionnels, familiaux, culturels, qui nous rassurent mais qui nous limitent. Cette lunaison nous enseigne qu'un nouvel équilibre est possible entre notre capacité à structurer, à incarner, à agir avec précision, et notre capacité à écouter l'invisible, à faire confiance au flux de la vie. Il ne s'agit pas de renoncer à notre sens du devoir ou à notre efficacité, mais de les mettre au service de quelque chose de plus vaste, de plus inspiré, on va dire. En somme, cette pleine lune nous invite à agir avec lucidité, mais en laissant une place à l'âme. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas venus ici uniquement pour faire ce que nous savons déjà faire, mais pour apprendre à grandir autrement, non pas par contrôle, mais par la reliance. C'est en osant unir le concret et le mystère, la structure et la grâce, que nous pouvons franchir un cap profond dans notre chemin d'évolution. Alors, si la pleine lune tombe dans notre maison 1, cela nous pousse à redéfinir notre posture dans le monde. Nous pouvons ressentir un besoin de nous affirmer avec plus de rigueur, de maturité, voire de retenue. Il peut s'agir de poser des limites, d'assumer nos choix, de montrer une nouvelle forme de solidité intérieure, une remise en question de notre image ou de notre manière d'agir peut être salutaire. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 2, elle met en lumière notre rapport à la valeur. Valeur personnelle, donc argent, sécurité matérielle. Nous pouvons être confrontés à des enjeux financiers concrets ou à une redéfinition de notre rapport à la stabilité. Sommes-nous en train de construire quelque chose de durable ou sommes-nous prisonnières de modèles sécurisants mais rigides? Si la pleine lune a lieu dans notre maison 3, elle éclaire la manière dont nous communiquons, apprenons ou gérons notre quotidien. Des tensions peuvent émerger dans notre entourage proche, entre nos frères, nos sœurs, nos collègues. C'est peut-être le moment de structurer une parole plus claire, d'oser dire ce qui compte vraiment ou de réorganiser notre agenda avec plus de rigueur. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 4, elle met l'accent sur notre vie privée,
nos fondations intérieures, nos racines. Elle peut faire remonter des mémoires familiales, un besoin de clore un chapitre du passé ou de prendre nos responsabilités dans notre sphère domestique. C'est une invitation à consolider notre base, à bâtir sur du solide. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 5, elle interroge notre rapport à la créativité, à l'expression personnelle, au plaisir ou à notre rôle de parent. Nous pouvons prendre conscience de la manière dont nous bradons notre feu intérieur ou au contraire de la nécessité de canaliser nos élans dans un projet plus construit. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 6, elle se manifeste dans le quotidien, la santé, le travail au service des autres. Peut-être devons-nous revoir notre rythme de vie, poser des limites claires pour éviter l'épuisement. Une prise de conscience sur notre rapport au devoir, à l'utilité ou à la gestion du corps est possible. Le défi ici, c'est de passer du surmenage à une discipline équilibrée. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 7, elle met en relief la relation à l'autre, donc les conjoints, les associés, c'est possible aussi que ce soit les rivaux. Nous pouvons être confrontés à des attentes mutuelles, à des contrats tacites ou explicites qui doivent être réévalués. C'est un appel à poser des bases plus équitables, à clarifier les engagements et à assumer notre rôle dans les dynamiques relationnelles. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 8, elle plonge dans les zones profondes, les partages, la sexualité, l'argent commun, les dépendances. Elle peut nous confronter à une peur de perdre le contrôle ou à une situation où nous devons lâcher quelque chose pour mieux renaître. C'est une lune exigeante mais puissante pour transformer, assainir et clôturer. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 9, elle éclaire nos croyances, notre rapport à la vérité, à l'étranger, à la vision de vie. Il peut s'agir de concrétiser un projet d'étude, de publication ou de voyage, mais aussi de revoir certaines idées rigides qui ne tiennent plus face à l'expérience. Elle nous pousse à aligner notre trajectoire vers une ambition plus large, plus ancrée. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 10, elle touche à notre position sociale, à notre carrière, à notre autorité. C'est souvent un moment de reconnaissance ou de remise en cause. Une décision professionnelle majeure peut s'imposer. Nous sommes invités à assumer notre rôle dans le monde, à affirmer notre responsabilité avec intégrité. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 11, elle met l'accent sur les projets collectifs, les amitiés, les réseaux. Sommes-nous alignés avec les causes que nous défendons? Contribuons-nous réellement à un tout plus grand? Il se peut que certaines affiliations prennent fin ou que nous décidions de structurer un projet de groupe à plus long terme. Enfin, si cette lunaison agit sur notre maison 12, elle peut faire remonter des peurs, des fatigues anciennes ou un besoin urgent de solitude pour remettre de l'ordre à l'intérieur. C'est une pleine lune de repli, d'intégration, de sagesse lente. Le défi ici, c'est de ne pas fuir, mais accueillir ce qui demande à être vu, compris et apaisé. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse de votre thème avec les transits ou une révolution solaire ou encore une synastrie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou sur mon site astrolosophie.com. J'applique encore la promo d'été de 20%, donc n'hésitez pas. Je vous partage dans l'onglet Communauté les influences d'Uranus en Gémeaux par maison. Donc n'hésitez pas à consulter ce texte. Et puis je vous souhaite évidemment une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.